L'énigme 470 est déjà fondamentale. Le bon chemin est unique. Si on le loupe, on est foutu pour la suite. L'identification de la lumière et de son cœur sont aussi des éléments absolument indispensables à la poursuite du jeu. Vous allez voir, déjà là, ça monte en complexité. Énigme 470, ce n'est le bon chemin que si la flèche vise le cœur. Résolution de la charade. Elle est relativement simple, à l'instar de celle de la 530. La voici élément par élément. Mon premier, par la gaieté, se multiplie. Phonétiquement, le rire produit le son A. Mon second offre de l'espace. Laissons-en un après la lettre précédente. Mon troisième de l'air, simple homophonie qui produit la lettre R. Et mon quatrième de l'eau, procédé identique induisant la lettre O. Quand il est couché, mon cinquième ronfle. Basculons ce Z de bande dessinée pour obtenir un N. Mon sixième vaut 100. En latin, le nombre 100 s'écrit C. Et mon septième n'est qu'un nœud. Si on laisse de côté la liaison un peu hasardeuse, l'homophonie permet de trouver la lettre E. Mon huitième a le goût du laurier. 2 doigts suffisent en effet pour figurer la lettre V. Tandis que mon neuvième, par l'étonnement, se traîne. Phonétiquement, l'étonnement s'écrit A. Mon dixième est toujours nu quand il a une liaison. Je trouve celle-ci très jolie, qu'elle soit nue ou pas d'ailleurs. Lettre U. Mon onzième, enfin, est l'inconnu, de celle que l'on croise en algèbre à travers la lettre X. Nous obtenons donc A Roncevaux, dont le A suivi d'un espace ne paraît pas totalement indispensable. Le col de Roncevaux, haut lieu historique de la fameuse bataille de Roland, est confirmé par l'épée du visuel, plantée dans un rocher évoquant les contours du nord de l'Espagne. Nous filons donc d'Issoire vers Roncevaux. Reste cependant à comprendre le titre ainsi que la dernière phrase. Trouve mon tout et par l'ouverture tu verras la lumière. Si le titre paraît bien mystérieux pour ne pas dire totalement opaque, la dernière phrase semble plus abordable. Tout d'abord, il paraît évident que mon tout représente Roncevaux, résultat de la charade. Je note au passage que le mot « tout » possède la majuscule d'usage, contrairement au « tout » de la charade en 530, mais nous y reviendrons. Ensuite, sachant que je considère Bourges comme l'ouverture, je ne résiste pas à la tentation de tracer sur la carte l'axe Roncevaux-Bourges. Et je le prolonge, puisqu'il faut voir par, à travers l'ouverture. Je réalise bientôt que cette droite passe par le département de l'Aube, candidat solide au rôle d'une lumière élégante par le truchement de l'homonymie évoquant l'aurore. Et une fois de plus, Max semble avoir codé une distance utile. Dans la phrase « Trouve mon tout et par l'ouverture tu verras la lumière », le groupe nominal « Tu verras la lumière » comprend 17 lettres. Si on garde l'hypothèse déjà posée en 780 d'une échelle au millionième pour nos reports, alors 17 lettres correspondraient à 17 cm sur la carte. Or, si je calcule 17 cm sur l'axe Roncevaux-Bourges au départ de Bourges, j'atterris dans le département de l'Aube. Il nous faut maintenant valider ce qui précède en saisissant les concepts de flèche et de cœur. Le cœur tout d'abord. Alors, pour moi, la lumière est donc le département de l'Aube. Le titre de l'énigme indique le cœur et non pas un cœur, comme si nous le connaissions déjà. Je pose alors l'hypothèse selon laquelle le cœur est en fait celui de la lumière que nous venons d'identifier, laquelle occupe d'ailleurs une certaine superficie sur la carte. Et si l'Aube est la lumière, qu'en pourrait être le cœur ? Son chef-lieu, évidemment, la ville de Troyes. Je matérialise lumière et cœur sur la carte. Ce sera plus clair. Mais continuons à déduire. Que pourrait être cette flèche qui viserait la ville de Troyes, le cœur, et symboliserait le bon chemin ? Quelque chose dans l'énigme pourrait-il guider notre réflexion ? Revenons au visuel. Car la position de l'épée pourrait représenter 2 axes à identifier sur la carte. Ça paraît logique. L'un vertical, le long de la lame, l'autre horizontal est figuré par la garde, perpendiculaire au corps de l'épée. Problème. Si je considère l'axe vertical en fonction de l'énigme, et donc du résultat de la charade, je dois supposer que le bas de la lame est enfoncé dans Roncevaux. Or, aucun axe orienté de cette façon ne peut partir de Roncevaux et viser Troyes, en aucune manière. J'ai beau chercher, je ne trouve rien dans l'énigme qui me permettrait de matérialiser un tel axe. Mais qu'en est-il de l'axe symbolisé par la garde ? Et si Troyes était quelque part sur une telle ligne ? J'avoue que c'est par hasard que j'ai découvert qu'une ville française porte le doux nom de La Flèche. Et lorsque je trace tout simplement La Flèche, Troyes, je constate que la droite est orientée de la même façon que la garde de l'épée. Magique.
L'orientation est certes indicative, mais suffisamment précise pour que je la valide à ce stade. Plus tard dans le jeu, je comprendrai quel est l'axe symbolisé par la lame de l'épée. Il existe. Teasing. En allant jeter un coup d'œil sur le visuel de l'énigme 650, la 10e, vous observerez que l'orientation du manche de la pelle tenue par le personnage est identique à celle de l'épée. C'est à ce moment seulement que l'on peut saisir le sens complet du visuel 470. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Un autre élément très troublant vient à l'appui de la démonstration. Si je prolonge l'axe La Flèche 3 vers l'est, mon trait passe très précisément sur le point minuscule d'un village de Moselle en pays de Sarrebourg. J'ai cité Dabo. Or, ce village est cité dans le livre sur la trace de la Chouette d'Or comme l'un des endroits français emblématiques de légende rattachés à un fabuleux trésor, celui d'un mystérieux prince noir. Dabo est par ailleurs principalement connu pour son rocher de grès rose, promontoire sur lequel furent construits au cours des siècles divers édifices, religieux ou profanes. Sur la carte, l'axe La Flèche 3 Dabo est en tout cas millimétrique. Il est peu vraisemblable que cela tienne du hasard. À ce stade, je ne sais si son intérêt excède la seule énigme 470. Quoi qu'il en soit, nous pouvons ajouter 3 concepts clés à celui de Bourges en tant qu'ouverture. L'aube et la lumière, 3 est le cœur de la lumière, la flèche et la ville de La Flèche. J'ai donc 2 axes en main. L'un qui part de Roncevaux, traverse Bourges et pointe vers la lumière. L'autre, dont la ville de La Flèche, met en joue la ville de Troyes, cœur de la lumière. Mais en définitive, quelle est la solution de cette énigme ? À quel endroit de la carte dois-je me situer pour aborder la 580 ? Une solution me paraît intégrer tous les éléments de cette 470, le point d'intersection entre les 2 axes. Je me trouve alors juste au nord du village Villeneuve-l'Archevêque, entre Sens et Troyes, à la fois sur le bon chemin et sur l'axe filant vers le nord-ouest, soit juste au bord de la lumière. La cohérence entre les différentes déductions, Roncevaux, Aube, Troyes, La Flèche, Dabo, et les agents confirmateurs, nombre de lettres pour la visualisation de la lumière, taille de la garde pour la distance entre La Flèche et Troyes sur l'axe du bon chemin, m'incite à considérer que je suis dans le vrai. Un élément donne une idée supplémentaire de la façon cryptique dont l'auteur fonctionne pour confirmer le cheminement valable. Vous rappelez-vous que le bec du coq en 530 fournit l'esquisse du parcours entre Bourges et Issoire ? Et quelle est l'orientation du 2e trait ? Celle du trajet Issoire-Roncevaux. Et quelle est l'orientation du 3e trait ? Celle de l'axe Roncevaux-Bourges. En 3 coups de pinceau, Max confirme de façon sibylline la justesse du début de parcours. Il est même possible que le 4e trait, filant à la verticale à hauteur d'Issoire, évoque en filigrane la ville de La Flèche. Mais sans les solutions, ce bec reste juste étrange. Je commence à percevoir que cette chasse au trésor n'est pas exclusivement linéaire. Certes, nous avançons d'énigme en énigme, un parcours se dessine progressivement, mais il semble que l'auteur l'a également imaginé comme une sorte d'univers dont l'image globale s'enrichit de petites touches en petites touches. Une sorte de puzzle dont chaque pièce vient modifier et enrichir la perception des précédentes. J'ai déjà évoqué ce jeu littéraire sur l'emploi du présent et du futur, comme si nous ne pouvions dès à présent saisir toute la signification de ce que nous regardons, mais avec une sorte d'assurance sur le fait que plus tard, les choses prendront un sens nouveau, éclairé. J'ai la sensation qu'il en va des visuels comme des textes. Mes déductions premières me donnent suffisamment d'éléments pour poursuivre ma quête. J'obtiens un axe, c'est vrai, je valide des concepts comme l'ouverture ou la lumière, mais l'image dans son ensemble ne paraît pas totalement signifiante. La montagne au pic acéré dans le fond du visuel 470 figure-t-elle la brèche de Roland ? Où se rend le cocher en 780 ? En réalité, certains visuels et passages textuels recèlent plusieurs interprétations, dont certaines deviennent accessibles au-delà d'un certain niveau de compréhension. Ce qui rend les choses particulièrement compliquées, c'est que rien ne certifie absolument que j'avance dans la bonne direction, en dehors de certaines convergences dont je ne peux être totalement certain. Le risque est évidemment de voir des confirmations là où il n'y en a pas. Où Max a-t-il mis du sens ? À partir de quel endroit est-ce que je risque de commencer à fabuler ? Car je sais bien que le fait de confirmer des distances sur carte en se basant sur un nombre de lettres ou corréler la taille de la garde avec une distance entre 2 villes peut faire sourire. Mais plus les touches de couleur vont venir enrichir le panorama de ce jeu et plus la trace de la volonté du maître d'œuvre va devenir évidente. Notre interprétation de ce que nous avons sous les yeux va s'enrichir,
les raisons d'être de tel ou tel élément vont se dévoiler. Et nous allons finir par pouvoir objectiver la façon dont Max Valentin a réfléchi pour concevoir sa trame, puis pour nous guider dans ce labyrinthe luxuriant. À défaut de mieux, je décide de garder à l'esprit que Max, 1. a probablement codé certaines confirmations de distance dans des textes, 2. use de jeux de mots, la flèche, le pied, dans l'élaboration des énigmes, 3. a possiblement conçu une trame à la fois linéaire et holistique, 4. a probablement conçu un parcours cartographiable dès l'entame du jeu. Il est intéressant de se pencher un instant sur les majuscules particulièrement présentes dans le jeu. Quand on sait que Max a demandé à son éditeur de rajouter des points de suspension derrière le titre de l'énigme 780, premier pas, parce qu'ils avaient été sucrés par erreur lors de la première édition, on peut supposer que Max n'a pas placé ces majuscules par hasard. Prenons l'exemple de Montou de la 530 et Montou de la 470, qui font référence à leurs charades respectives. Pourquoi cette différence ? Parce que Max ne parle tout simplement pas de la même chose. Montou en 470, avec la majuscule, concerne la charade, stricto sensu, comme le veut la tradition en la matière. La solution de l'énigme le prouve. Montou en 530 convoque quant à lui deux significations. Le tout de la charade, en apparence, mais également la chouette, solution finale du jeu. Dans cette seconde acception, la phrase « Pour trouver Montou, il suffit d'être sage, car la vérité en vérité ne sera pas affaire de devin » renverrait à la certitude que la découverte du trésor ne devra rien au hasard. Sinon, pourquoi une différence de majuscule entre deux mots identiques renvoyant au même concept, une charade ? En 470, en tout cas dans la 3e édition du livre, tous les items, premier, second, troisième, possèdent la traditionnelle majuscule. Un seul ne la possède pas, le 8e. Et justement, il s'agit de celui qui a le goût du laurier. Dites-moi ce qui possède le goût du laurier dans une chasse au trésor. N'est-ce pas le moment où l'on trouve enfin le trésor ? Assimilable dès lors au tout de la 530, lui aussi sans majuscule ? Je le pense. De même, la vérité en vérité pose question. L'expression contient-elle une astuce indiquant l'existence d'une zone comprenant la solution ? Cette phrase nous dirait alors « la cache, la vérité », avec un grand V, dans la zone, la vérité, avec un petit v, ne tient pas au hasard, il existe un truc. Dans la 3e édition du livre, Max confirme en effet que l'on obtient en fin de 11e énigme une zone de la taille d'une ville moyenne. Il faut alors trouver dans les énigmes de quoi composer un ultime mystère dont la résolution révèle enfin l'endroit exact de la cache. En cette fin d'énigme 470, même si c'est anecdotique, il devient évident pour moi qu'au moins une raison pour laquelle les titres sont écrits en lettres capitales tient à la nécessité de protéger le cryptage de la ville de La Flèche. Le même titre en minuscule aurait posé un souci de conscience à l'auteur quant au recours ou non de la majuscule en début du nom La Flèche. Anecdotique, on est d'accord. Mais enfin quand même. Bon, ok, j'arrête. La 470 en résumé. 1. Résolution de la charade donnant à Roncevaux. 2. Découverte de la lumière sur l'axe Roncevaux-Bourges, le département de l'Aube. 3. Découverte de l'axe La Flèche-Dabo. 4. Découverte du cœur de la lumière sur cet axe, la ville de Troyes. Sur la carte, les traits sont matérialisés. Quant à nous, rendez-vous en 580. J'arrive enfin, ma belle, de ma rive à la tienne, que de dérives vaines, fardées de sentinelles, aux ombres trop lascives, aux ombres trop lascives. Je viens enfin, ma belle, de ta terre à la mienne, monte à la lune pleine des plaintes éternelles, que l'absence ravive, que l'absence ravive. Bientôt 30 ans, ma belle, mais qu'à cela ne tienne, j'arpenterai la chaîne jusqu'à frôler ton aile, une aube décisive, une aube décisive.